L'heure est grave. J'ai vu des reels passer sur Instagram où il y a des gens qui faisaient comme ça, de la neurodynamique pour traiter les problèmes de nerfs sciatiques. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Faut vraiment faire attention sur l'ananas parce que chaque douleur irradiante peut être d'origine neuro. Et donc du coup pour le savoir, faut le bilanter. Parce que du coup le plan de traitement, ça n'aura absolument rien à voir. Ça veut dire quoi mécano-sensible? Je viens juste après. Faut déjà venir... il faut déjà venir Le bilanter. prof, La mécanosensibilité d'un nerf, c'est quand un nerf il est sensible à la tension mécanique qui lui est appliquée, soit par tension d'étirement, soit par tension de compression. Est-ce que tu aurais un exemple assez criant d'un patient type qui te présente une douleur dans le mollet, dans le pied? Le faux départ. J'ai même pas fait de départ, il n'y a même pas eu de départ. C'est un échec. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus d'ailleurs? Voilà les amis, on a raté le départ, mais c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, on peut pas faire que des perfects. Depuis une centaine d'épisodes c'était parfait, il en fallait un où c'était pas parfait. Ça va les gars? Ça va tranquillement et toi? Bah ouais, ça va, JP la forme. Ouais. JP aujourd'hui là pour le sujet, t'es là en oreille quoi, t'es une grosse oreille. Ouais, voilà. Je suis une plante, je suis à côté de ma... C'est un caoutchouc ça. Je pense que t'as Hein plein de choses à... C'est un caoutchouc. Un caoutchouc, merde. Ouais. Bah, Non, c'est un ficus robusta ou je sais pas quoi. Je serais aussi utile Parfait. que cette plante. Ça va Max? Magnifiquement bien. Bon les amis, l'heure est grave. J'ai vu des reels passer sur Instagram où il y a des gens qui faisaient comme ça, de la neurodynamique pour traiter les problèmes de nerfs sciatiques. Yes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bien ou mal? Tu dois répondre. T'as 10 secondes. Ça mec. dépend. Ça dépend les groupes en réalité. En vrai, ça vient d'où tout ça? En vrai, là, ce que tu peux voir, c'est ce qu'on appelle des mouvements slider ou tensionneurs du nerf. Donc, en gros, ce serait pour soit mettre en tension d'étirement le nerf, donc pour le mobiliser, soit venir le raccourcir un petit peu. Donc, l'idée, c'est quand un nerf est irritable, s'il est mécanosensible, donc pour savoir si cet exercice-là, il est pertinent pour la personne ou non, Ça veut dire quoi mécano-sensible? je viens juste après, faut déjà venir... il faut déjà venir Le bilanter... prof, il faut déjà venir bilanter la mécanosensibilité. Tu peux lever le doigt, par contre, quand j'ai fait ça. Parce que, mec, là, c'est plus ton podcast. Ok, bah, on change de place. Non, en vrai, la mécanosensibilité d'un nerf, c'est quand un nerf il est sensible à la tension mécanique qui lui est appliquée, soit par tension d'étirement, soit par tension de compression. Donc ça génère de la douleur. Ça génère de la douleur. Donc c'est une neuropathie. Non, parce qu'une neuropathie, Ah, le terme pathie, c'est quand c'est fonction. Donc une neuropathie, c'est atteinte de la fonction du nerf. d'accord. Donc soit fonction sensitive ou motrice. Ça veut dire Ok. que tu observes une altération de la fonction du nerf chez ton patient. D'accord. Et là, du coup, c'est juste une neuralgie, une douleur de nerf. Algie, ok. douleur. Neuralgie. Tu peux avoir une neuropathie sans douleur, et tu peux avoir de la douleur et pas de neuropathie. Une mécanosensibilité Exactement. de la racine nerveuse sans perte de fonction. De la racine ou pas. Ça peut être aussi une partie du nerf en distance de la racine nerveuse. Ok. Si c'est au niveau de la racine, du coup, ce serait une radiculopathie, c'est perte de fonction au niveau de la racine. Et radiculalgie, ça a vraiment identifié que la douleur, elle est au niveau de la racine nerveuse. Est-ce que ce genre de douleur liée à une mécanosensibilité, tu me dis si je me trompe dans les termes, c'est des trucs très précis ou pas? En termes de, tu vois, de schéma de douleur, par exemple. Un patient, il fait un trait comme ça. Ça peut être en lien avec ça. En Ouais. vrai, ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi un point ou une zone en distance. Tu vois, c'est pas ça vient pas forcément, je sais pas, on va dire par exemple pour une cruralgie, c'est pas forcément tout le trajet du nerf crural. Ok. Idem pour une sciatalgie. Tu peux avoir des symptômes uniquement dans le pied, qui sont une mécanosensibilité du nerf, Ok. sur une zone, une surface assez, pas forcément très, très grande, mais ça peut être cette partie-là, qui est la symptomatique se retrouve dans cette partie-là. Au final, ces symptomatologies-là, on peut les retrouver chez plein de patients. En vrai, ouais. En vrai, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps et faut vraiment faire attention sur l'ananas parce que chaque douleur irradiante, en vrai, peut être d'origine neuro. Et donc, du coup, pour le savoir, faut le bilanter. Parce que du coup, Ok. le plan de traitement, ça n'aura absolument rien à voir. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple assez criant d'un patient, tu vois, d'un patient type, genre qui te présente une douleur, je sais pas, dans le mollet, dans le pied, j'en sais rien. Ouais, clairement. Alors, déjà, en fait, ça va être... Dis-moi. Excuse-moi, mais ça me fait penser à un truc, là. Typiquement, nous, on s'occupe beaucoup plus des lésions des ischios, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. On peut avoir des douleurs d'origine nerveuse qui s'apparentent à des douleurs d'ischio. Bien sûr, parce que, par exemple, on parlait des LMA aujourd'hui. Sur une LMA ischio, Dans un précédent épisode. dans un précédent épisode, excuse-moi, sur une LMA ischio, t'as effectivement tout ce qui est myoponeurotique et ton ischio qui est mis en tension, mais t'as aussi ton nerf qui est mis en tension. Okay, et effectivement, potentiellement, ton ischio, il va céder, ou la couche aponeurotique qui va venir céder, ça va créer de l'inflammation locale, mais t'as aussi ton nerf qui passe en dessous. Et lui va peut-être être
il va peut-être y avoir un changement dans la perméabilité des membranes qui ferait que l'inflammation va venir se propager un petit peu autour de lui et potentiellement créer des messages douloureux aussi. Et on le sait, quand tu as des messages douloureux qui sont aux alentours du nerf, il peut y avoir une centralisation aussi de cette neuroinflammation. Et ça peut du coup envoyer des signes un peu neuro. Ok. Et si on va un peu plus loin, est-ce que une lésion myoponévrotique avec une restructuration du tissu conjonctif, par exemple, peut créer une hypomobilité du nerf? Plus je te vois, plus je vois un ischio quand je te vois. C'est l'homme ischio. C'est hamstring man. Alors, hypomobilité, je ne saurais pas te répondre. Par contre, effectivement, si tu as eu un précédent problème au niveau de ton ischio, si tu as encore le nerf a subi aussi une agression. C'est ça, en fait, quand je vais venir garder en mémoire ça. Quand je pense hypomobilité, je pense plus à... C'est-à-dire que ça fibrose autour et le nerf a du mal à coulisser. En d'autres termes, est-ce que une lésion myoponévrotique ischio-jambier peut entraîner des douleurs de type neuropathique, tu vois, par manque de soit de mobilité des tissus. Pas de neuropathie du coup, mais de neuralgie. C'est ça. Pour le coup. C'est possible parce qu'un nerf qui est en souffrance ou qui a été en souffrance ou qui est encore en souffrance sera beaucoup plus sensible à tout ce qui serait phénomène de compression, phénomène d'étirement, etc. Okay. Moi, pour le coup, j'en ai eu, tu vois, quelques patients comme ça, et c'est souvent des patients qui te consultent à distance, qui ont déjà fait de leur rééducation pour leur LMA. Toujours des douleurs résiduelles, vraiment 9, 12 mois après la LMA. Et là, c'est des rééducations, je trouve, qui sont assez longues, pour le coup. Il y a des astuces qui sont sympas à faire. Moi, j'en ai eu un aussi sur une entorse de cheville. Ouais, ça aussi, ça arrive très souvent. Et en fait, le mec qui vient de voir après 4 mois, j'ai fait ma réduc, j'ai toujours mal. Bah, tu testes la mécanosensibilité. Et là, on voit qu'en fait, bingo, sa réponse, c'est juste mécanosensible. Donc en fait, ce qui lui fait mal, c'est pas son ligament, c'est pas son tendon, c'est son nerf dans la zone. Et du coup, le traitement va vraiment être différent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir identifier ça. Mais ça, on l'avait vu tous les deux avec François Angélium en formation, là. Tu sais, nous en avait pas parlé sur les entorses de cheville. Et justement, tu as des déficits souvent proprioceptifs fins en post-entorse de cheville qui seraient liés potentiellement à une perte de fonction aussi du nerf, lequel c'est. Ça dépend quel fibulaire superficiel. Ça dépend quel ligament a été touché, mais. Ouais, collatéral latéral. Ouais, fibulaire superficiel. Je suis pas mal. Fibulaire superficiel, alors que je fais pas de pied. Nerf jambial, je crois. Jambial, c'est ça comme ça avant. Incroyable. Le PE, moi j'ai fait une Comment ça avant le PE, péroné externe. C'était péroné externe. Ok. Très intéressant. Du coup, on se rend compte que, en fait, il y a pas mal de choses qu'on soupçonnait pas spécialement avant qui sont en lien avec tout ça. Moi, en fait, quand j'avais fait la formation sur la neurodynamique, c'était avec François Angélium, j'avais trouvé ça très très stylé. Je trouve que le bilan est quand même assez chronophage. Ouais. Dans mes souvenirs. Yes. Après, le vrai problème avec cette formation, et je suis totalement honnête là-dessus, c'est que pour moi, j'ai pas assez mis en pratique rapidement après, et du coup, j'ai vite oublié. Et vite, tu passes à des petits raccourcis qui en fait sont pas intéressants, parce que si t'as pas fait de bilan, tu fais un petit peu n'importe quoi. Si tu fais des tensionneurs, des sliders, n'importe comment, ça n'a pas forcément de sens. Quelles sont les règles à respecter et quelles sont les choses qui te mettent directement sur la piste d'une potentielle neuralgie ou d'une potentielle mécanosensibilité de ta racine nerveuse ou d'une potentielle neuropathie aussi. Dans ton anamnèse, voilà, qu'est-ce que tu vas rechercher? Potentiellement, par exemple, les douleurs qui sont apparues sans forcément augmentation de la charge de travail ou autre, ça peut être intéressant parce que nous, on va toujours chercher un déclencheur pour faire le diagnostic différentiel, par exemple, avec tout ce qui pourrait être tendineux, qui pourrait aussi provoquer de douleurs irradiantes dans la zone, potentiellement. Donc ça, déjà, ça va être un premier point à venir examiner. S'il n'y a pas d'antécédent de surcharge, a priori, normalement, il ne devrait pas y avoir de tendinopathie. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'oriente vers ça. On en parlait au niveau des entorses aussi. Si la douleur reste localisée à peu près au niveau du ligament, mais que ça fait 3 mois qu'il s'est fait l'entorse, a priori, c'est pas un problème de nociception au niveau du ligament, normalement, si tout s'est bien passé au niveau de la cicatrisation. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre. Ça peut être de la sensibilisation centrale aussi. Ça peut aussi être de la sensibilisation centrale. On va s'intéresser aussi un peu à l'hygiène de vie de la personne. Est-ce qu'elle boit beaucoup ou pas? Parce que l'alcool... D'eau. D'alcool, ouais. Pardon. Ok, je pensais d'eau. Et aussi d'eau. Du coup, voir un petit peu l'hydratation globale. Ouais. Si elle a des problèmes de thyroïde, des antécédents de diabète, etc. Bref, tout ce qui pourrait être douleur nerveuse, en réalité. Et fumer? Pour tout, fumer, de toute façon. Ouais, c'est vrai. En fait, là, on parle surtout du système, tout ce qui joue sur le système hormonal au final. Ouais. Donc ça, premier point, par rapport à tout ça. Ensuite, par rapport à sa zone, comment est-ce qu'on fait le bilan? Comme j'ai dit, de toute façon, dès que c'est irradiant et qu'il n'y a pas d'antécédent de surcharge ou de reprise d'activité ou autre,
De toute façon, on le voit aussi pas mal sur la formation épaule. On peut avoir douleur au niveau de l'épaule. En général, les personnes, il n'y a pas d'antécédent, mais elles sont toujours assises, bureau, etc. On s'oriente assez rapidement sur une pathologie d'origine cervicale. Là, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, du coup, je vais venir bilanter la personne après. Et je vais commencer par essayer de chercher si c'est un problème de fonction de nerf ou pas déjà. Parce que ça va être le plus important. S'il y a une perte de fonction, ça va être une des premières choses à vouloir retrouver. Donc perte de fonction, c'est soit perte de force, ou perte de sensibilité. Exact. Ok, les deux fonctions du nerf. Quoi. Exactement. Grosse fibre, c'est quoi? Grosse fibre, ça serait tout ce qui serait avec le pinceau. Ok. Et les petites fibres, ça serait avec la roulette. Ok. Et du coup, il faut bilanter les deux parce qu'on peut avoir une perte de fonction sur un type de fibre et pas sur l'autre. Et donc, si on fait qu'un seul, on pourra passer à côté d'un. Je step d'un pas direct, mais est-ce que ça change notre traitement au final? De tester les deux fibres, ouais. Type de fibres. Oui, parce que si tu peux rien retrouver à la roulette et trouver quelque chose au pinceau. Et est-ce que ça va changer ce que tu vas faire en kiné après? Oui. Ok. Parce qu'en fait, on y vient après sur voir si les symptômes peuvent être réversibles ou non en fonction de tel ou tel mouvement. Et du coup, ça va orienter notre prise en charge. Ok. Il est fasciné là. Ouais, j'écoute. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas appris de nouvelles choses. Non, mais en fait, ce qui me fait flipper un peu, c'est que ça soit pas réversible. Il y a des cas qui sont pas réversibles et ça, c'est toujours difficile à. C'est difficile. En fait, il faut juste connaître quelques guidelines et finalement, après, c'est pas si difficile que ça. Mais de toute façon, tu vas référer si tu trouves pas de réversibilité dans les symptômes. Bah, en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que ce matin, on parlait des LMA ischio. Si tu vois qu'au bout d'une semaine, t'as toujours mal, c'est qu'il y a un loup, quoi. Et sur le bilan neuro, le mieux serait de faire dans la position symptomatique du patient, parce que tu mettras son système dans une certaine position, et c'est là où il a mal. Donc tu es sûr que, a priori, si tu trouves quelque chose, ce sera dans cette position-là. Par exemple, je m'explique, si mon patient a mal à l'épaule quand il fait du pec deck, donc cet exercice-là, et qu'il est ici... Et il y en a plein. Énormément de tension sur le plexus et sur le système nerveux aussi. Et si je le bilante là, peut-être que je trouverai rien. Je serais pas spécifique à la problématique, quoi. Et ouais, exactement. Et je pourrais voir si j'arrive à améliorer les choses dans la position symptomatique, si jamais je retrouve des choses. Bilan sensitif complet, bilan moteur après, on teste les myotomes. La mécanosensibilité, je la fais à la fin parce que ça peut potentiellement provoquer les symptômes. En gros, c'est mettre en tension le nerf et voir s'il y a une différenciation en distal. Ok. En gros, imaginons que je fais mon test pour tester le système nerveux via le nerf médian. Oui. Et que ça reproduit la douleur de mon patient potentiellement dans son épaule. Ok. On va mettre dans son avant-bras, pourquoi pas. Je vais venir changer ma position du rachis, enfin ma position d'un segment en distal, donc qui n'influera pas sur les tissus qu'il y a ici. Okay. Parce que si je bouge là au niveau du poignet, ça peut être plein de choses qui modifient la douleur. Bien sûr. Si je bouge au niveau du rachis, au niveau des cervicales. Donc en distal de la zone. En distal de la zone douloureuse, qui sont les symptômes du patient. Ok. Si c'est pas ces symptômes, on s'en fout un peu. Et s'il y a une modification, augmentation ou diminution, augmentation ça marche aussi. Okay. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il a de la mécanosensibilité. En l'occurrence sur la tension d'étirement. Donc le nerf est sensible à la tension mécanique. D'étirement, ouais. Ok. Est-ce que tu peux le tester aussi en compression ou pas du tout? La palpation du nerf, normalement, un nerf qui est sain, c'est pas sensible à la palpation. Ok, donc si tu viens vraiment chercher ici, là... Ça fait pas trop mal. Okay. Typiquement, certains patients qui ont... je crois que ça s'appelle le symptôme de Tinel, tu touches le nerf, ça provoque des fourmillements autour. Ça, c'est un nerf qui est sensible, qui est en souffrance dans la zone. Ça, c'est pour la mécanosensibilité. Et du coup, on pourra faire ce qu'on fait dans plein d'autres bilans en réalité, c'est la modification de symptômes, chercher la modification de symptômes ici. Donc imaginons que j'ai découvert que dans une certaine zone à déterminer et potentiellement à quantifier, j'ai une perte de sensibilité. Est-ce que en bougeant quelque chose au niveau du rachis ou au niveau d'un segment, j'arrive à modifier cette perte de sensibilité-là? Si c'est le cas, ça veut dire que cette perte-là, elle est transitoire, elle est modifiable, elle est réversible, et que du coup, mon traitement va s'orienter vers ça. Est-ce que tu peux... je pars direct sur les non réversibles, entre guillemets. En soi, tu peux pas tout tester. Donc tu peux jamais être sûr à 100% que c'est non réversible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se trouve, t'as juste pas trouvé le truc qui modifiait. C'est possible. C'est possible que t'as juste pas trouvé ça. Ok. Exactement. Donc tu peux jamais être catégorique à 100%, c'est non réversible. Non, mais par contre, quand ça l'est, tu sais que ça l'est. Ok. Et genre t'as tout testé, y a rien qui... Exact. Et puis au pire des cas, si t'as pas trouvé quelque chose au premier jour, tu peux retester d'autres trucs. De toute façon, j'imagine bien que ce genre de bilan, tu le fais pas en one shot en 30 minutes. Ça peut être en 30 minutes, mais c'est-à-dire que j'ai pas le temps de faire d'autres choses.
Ouais, donc c'est complexe. Après, on trouve toujours. Mais là, par exemple, c'est assez intéressant parce que j'avais un patient qui faisait du tennis et il était venu me voir pour une ordo-tendinopathie au niveau du. Je sais même plus c'était où, mais c'est au niveau de son poignet. Et en fait, ça collait en soi parce qu'il a fait un tournoi de tennis. Tournoi de tennis, c'est assez éprouvant. Il y a beaucoup de matchs. Il n'avait pas de vibratoire. Il avait perdu. Donc sa raquette, elle vibrait fort quand il tapait la balle. À la fin, elle a eu grave la douleur et ça me semblait un petit peu bizarre à la zone par rapport à ce qui était décrit dans l'ordonnance, qui était tendinopathie. Où là, j'en ai jamais vu personnellement. J'ai testé sa sensibilité. Il était plus sensible aux petites fibres. Il avait perdu de la fonction. Et en changeant la position du rachis, il retrouvait sa fonction. Et du coup, on a beaucoup bossé sur ses cervicales. On a aussi trouvé qu'un exercice améliorait sa fonction sensitive. On a charbonné sur ça. Et à chaque début de séance, je retestais pour voir si c'était mieux ou pas par rapport à la semaine dernière. Ok. Et du coup, on traquait l'évolution comme ça. Test-retest comme pour tout le reste. Classique, comme tout le reste. Ok. Ça reste quand même très actif comme prise en charge et très raisonnement clinique. Exact. Au final. Ouais, c'est ça. Ok. T'as peut-être une question, Max? Ouais, ça représente à peu près combien de pourcents, si tu devais donner un ordre d'idée, des patients que tu vois qui arriveraient pour une douleur qui, classiquement, on s'orienterait plutôt où il n'y a pas trop de signes d'appel. Tu vois, il y a peu de signes d'appel. Ça te fait penser pour le coup à autre chose, comme le patient que tu as décrit là. Ça représente combien de pourcents de ces patients-là? À peu près. Ouais, c'est difficile à dire. Moi, je dirais vraiment entre 30% minimum. Ah ouais, parce que des fois, c'est commun, c'est plusieurs problématiques en même temps, ou ça reste quand même à chaque fois assez spécifique. Ça peut être mixte en soi, mais tu sais qu'en améliorant de toute façon ses problèmes de nerfs, tu vas améliorer la condition du patient. Okay. Parce que généralement, on peut le voir aussi par exemple sur des capsulites rétractiles, ça arrive parfois, où dans les premiers moments, c'est la douleur cervicale qui inhibe le mouvement et ça te bloque, ça t'empêche d'aller plus loin. Tu lèves ça et ensuite tu peux vraiment aller chercher plus loin. Ouais, t'as un ordre de traitement, c'est-à-dire que tu vas d'abord traiter ça avant de partir sur le reste. Bien sûr, parce que de toute façon, le cerveau aussi va venir empêcher certains mouvements qu'il perçoit comme un danger potentiellement. Et généralement, le premier avertisseur, ce serait plutôt les problèmes de nerfs. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais on a une problématique musculaire, imaginons on a une vraie tendinopathie de coiffe, associée à une mécanosensibilité de, je sais pas, une nerf radial, je te dis n'importe quoi, tu vas d'abord traiter le système nerveux. Je pense, ouais. Parce que c'est le truc qui réagit le plus vite en mieux ou en pire. Parce que déjà, par rapport au problème d'une tendinopathie, ça réagit plus vite normalement, problème de nerf, si c'est réversible. Et de deux, si je ne réagis pas et que le fait de travailler son épaule l'irrite, ça va être contre-productif. Alors que l'inverse, normalement, n'est pas possible. Exact. Tu ne devrais pas irriter son épaule avec... Et par contre, tu peux ne pas avoir de mécanosensibilité, parce que là, tu prenais l'exemple de mécanosensibilité, mais j'ai vu un patient quelques jours qui avait un problème d'épaule. Il avait une coiffe assez fatigable sur son épaule droite. Et en fait, quand il se mettait en rétraction cervicale, il avait vraiment du jus, il était plus fatigable. Et en fait, c'est un patient qui fait du crossfit, et il avait souvent mal en overhead. Le problème, c'est quoi ? C'est que si en fait il a un problème de nerf, un problème d'influx nerveux, qu'il a une perte de fonction motrice, que son infraépineux réagit moins, mais que la tâche qui lui est assignée, la tâche qu'il doit exécuter, les contraintes qui lui sont appliquées restent les mêmes et qu'il doit faire la même chose avec moins de ressources, c'est-à-dire que moins d'infraépineux pour le coup, si on raisonne un petit peu, ça veut dire que la tâche va être répartie, les contraintes vont être réparties ailleurs, parce que l'infra il aura moins de capacité. Ouais, bien sûr. Et donc du coup tu peux développer une tendinopathie de coiffe. Tu surcharges le reste. Alors que l'origine est potentiellement ailleurs. Okay. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de venir bilanter ton système nerveux dans ce sens-là. Sensitif, moteur et la mécanosensibilité, au moins. Et voir si c'est réversible. Réversibilité, c'est le truc le plus important, quoi. Pour moi, c'est parce que ça va donner vraiment la piste de traitement. Ok. Magnifique. C'est stylé. Très bien expliqué. Moi, je trouve ça très stylé. Imaginons, voilà, tu sais faire ton bilan neuropériph. C'est de la neuropériph. Exact. Neuropériph, ça sort de la moelle et du cerveau. Logique. Tu le fais bien, tu trouves une mécanosensibilité, c'est réversible. Tu arrives à modifier les symptômes du patient. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans un ordre logique ? Imaginons, je sais pas, il est amélioré quand il va en extension cervicale, je te dis n'importe quoi. Est-ce que tu fais juste ça ? Ou est-ce que tu vas plus loin dans ta rééducation pour essayer de peut-être traiter la cause, si on a une réelle, et donner plus de capacité au tissu pour éviter que ça revienne ou autre. Est-ce que tu raisonnes un peu de la même manière que tu raisonnerais sur du musculo-squelettique ? Oui. En fait, quand tu bouges un bras, tu bouges aussi un nerf. Et du coup, ce que tu expliquais au tout début sur la neurodynamique, sur le slider ou le tensionneur, c'est un peu un
Angelo me disait que c'était un peu comme si tu prends un Doliprane, tu vois. En gros, ça fait effet sur le court terme, ça te désensibilise. Mais l'idée, c'est que toi aussi, tu peux le faire, ce mouvement-là, chargé, tout simplement, pour venir renforcer ton système aussi. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai mécanosensible sur mon nerf médian, est-ce que faire du biceps curl, ça me fait mal ou pas ? Non, let's go, je fais du biceps curl, je bombarde, parce que je vais avoir des effets hormonaux induits par le renforcement musculaire aussi, avec des changements métaboliques, et du coup, mobiliser dans un premier temps mon nerf, pour le désensibiliser, dans un deuxième temps, lui procurer un environnement qui sera propice aussi à l'évolution de ses symptômes. Ok. Donc en fait, tu le recharges comme tu rechargerais. Exactement. Est-ce que ça s'adapte le tissu nerveux ou pas ? Est-ce qu'il y a des modifications structurelles ? Je sais pas si on sait. Hein. Alors, il y a un truc qui s'adapte, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là que tu voulais dire, je pense. C'est qu'en fait, il se sténose légèrement sur la position d'étirement. Ok, donc il y a moins d'oxygène. Il y a moins d'oxygène qui vient. Et c'est probablement pour ça qu'il vaut mieux éviter de le mettre en tension au début quand il est sensible, parce qu'il y a moins d'oxygène et du coup ça produit de la douleur. Dans ce sens-là. Ok. Oui, et ensuite il est plus sensible s'il reste trop longtemps dans ce sens-là. D'accord. Tu peux le rendre en désensibilisant ton nerf et en retravaillant spécifiquement sur plus tard ces tensions d'étirement-là. Tu peux l'adapter dans le sens où il va être un peu moins sensible que ce qu'il était quand il était en position d'étirement. Et est-ce qu'il va moins sténoser ? On sait pas. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va peut-être mieux tolérer le fait qu'il y ait moins d'oxygène. Ok. Oui, il s'adapte dans ce sens-là. Mais tu vois, ma question à la base, c'est très intéressant. Ma question à la base, c'était un peu comme si on le voyait comme un muscle en 3D. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu mets beaucoup de tension sur un muscle, de manière répétée, en étirement répété, très long, plusieurs fois, plusieurs mois, etc., il y a une modification des fibres réelles. Est-ce que là, on a des modifications tissulaires au sein du nerf ? Je sais pas. Ok. Parce que moi, avant, j'avais la croyance que c'était pas du tout élastique, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un peu élastique. Ça l'est un peu, mais pas de ouf. Mais je pensais que moi, j'étais genre 0, tu vois. Et justement, quand on avait fait la formation, mais casser cette croyance-là, parce que je pensais que ça s'étirait pas du tout, alors qu'en vrai, ça peut se modifier. Je sais pas s'il y a beaucoup d'études en fait dessus. Je suis pas, c'est pas ma spécialité, donc j'avoue que j'ai pas trop investigué le sujet, mais je pense qu'il y a d'autres auteurs qui l'ont bien investigué. Ok. Si tu devais faire un petit résumé pour les gens qui n'y connaissaient rien, qui nous ont écoutés, qui voudraient implémenter ça un peu dans leur pratique, c'est pas facile, hein, parce que si tu sais pas faire le bilan, c'est chaud, mais. Ouais. Vraiment écouter le patient pour l'analyse parce que ça va donner pas mal de billes dans le raisonnement, déjà premier temps. Pas d'augmentation de la charge. Si, exact. Okay. Du coup, pour exclure tout ce qui peut être douleur d'origine tendineuse. Okay. Deuxièmement, évaluer sensibilité, petite fibre, grosse fibre, et les fibres motrices dans la position symptomatique. Idem pour la mécanosensibilité. Si c'est possible de le faire dans la position symptomatique, c'est encore mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on a vu à l'école, potentiellement où le patient est allongé, etc. Les ULNT et tout, c'est pas... Si la personne a mal en charge, etc., pourquoi pas le faire en charge ? On sait que ça change pas mal de choses au niveau... c'est évident. Au niveau du système. Une fois qu'on a trouvé tout ça, regardez via différentes manœuvres si c'est réversible ou non. Et si c'est le cas, du coup, ça donne une bonne piste de traitement. Si c'est pas le cas, du coup, il va falloir un peu réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte que le patient aille mieux. Okay. Mais je vous invite à vous former si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. Évidemment. Stylé. Rien à dire, les gars. Magnifique, hein. C'était bien résumé, hein. Ouais, dans quel cas, moi j'ai une question, c'est dans quel cas tu réorientes vraiment dès le début, tu vois, dans quel cas il y a un patient, tu vas dire non, clairement là, c'est pas pour moi, je renvoie vers le médecin. Hormis tous les red flags qu'on a habituellement, s'il y a une perte majeure de force et que c'est pas réversible, clairement. Ok, perte de fonction irréversible. Perte de fonction irréversible, avec il y a des choses à faire. Probablement que tu vas le revoir encore parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Mais il va falloir qu'ils prennent des avis médicaux, potentiellement qu'ils passent des imageries et d'autres choses. Ok. Pour voir ce qui se passe un petit peu au niveau de ces nerfs. Ok. En tout cas, c'est mes critères à moi. Et une fois que j'ai bien fait le bilan, évidemment, il y a d'autres choses. J'avais en tête, moi aussi, c'était aussi Angelo qui nous avait parlé, c'était vraiment le caractère évolutif de la perte de fonction. Il nous disait qu'une perte de fonction en soi, c'est pas grave, hein, tout dépend de la perte de fonction, bien évidemment. Mais que c'était surtout quand elle évoluait défavorablement que là c'était malgré les efforts, tout à fait, c'est ça. Et il y avait un autre truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le gain de fonction. Ça c'est possible, c'est-à-dire qu'on sent plus quand on parle de sensitivité. Il n'y a pas de gain de fonction motrice. J'aimerais bien. La mécanosensibilité en soi c'est un gain de fonction, mais ça peut être aussi sensitif. Je sens plus le pinceau, la roulette me pique plus, etc. etc. Une hypersensibilité, quoi. Exactement. Et donc ça aussi, ça rentre dans des critères neuro, et ça peut aussi être réversible. Mais le pire, ou ce qu'il faut essayer de récupérer en premier, c'est s'il y a perte de fonction. Il faut s'orienter vers ça. C'est les moins qui sont problématiques, les plus sont...
Parce que Ouais, moins, ça c'est fonctionne perte quand de la même. fonction nerveuse. Et les gains, c'est du coup une hyperexcitabilité du coup, Hmm. de la fonction nerveuse. Ok, très stylé. Bah, écoute, Johan, merci beaucoup. On a appris plein de choses. Je pense que vous aussi, derrière vos écrans, vous avez appris pas mal de choses. Si jamais vous voulez aller plus loin au sujet de l'épaule et de ce bilan-là, on en parle dans le niveau 2 de la formation, perfectionner la rééducation de l'épaule. Donc, si jamais vous voulez vous former sur l'épaule déjà, venez faire optimiser la rééducation de l'épaule, le niveau 1. Et puis après, pour aller plus loin, le niveau 2, Johan nous explique pas mal de petites choses plus poussées au niveau de ce bilan. Si vous êtes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, peu importe, lâchez une petite review 5 étoiles, c'est important, ça nous soutient. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez kiffé un épisode un petit peu plus technique comme ça, où on a bu les paroles de Johan. En tout cas, moi j'ai kiffé. Nous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients, et puis voilà, essayez de mieux bilanter ces patients en raisonnant cliniquement un petit peu plus loin. Malheureusement, ça prend du temps, mais bon, c'est le jeu de la kiné. Si on fait un bon bilan, normalement, on fait une bonne rééduque, ou du moins, on exclut des choses un petit peu plus graves et on essaie d'être précis pour faire prendre le moins de risques possible à nos patients. A plus tout le monde. Salut. Allez.